Mon nom est Thomas Gilles, je suis pneumologue de formation et je suis maître de conférences en physiologie. Donc, au jour le jour, je travaille dans le service d'exploration fonctionnelle de l'hôpital Avicenne, qui est donc centre de référence pour les maladies pulmonaires rares de l'adulte et notamment pour les pneumopathies interstitielles. Et puis, j'ai aussi un rôle de recherche clinique et fondamentale à la faculté et d'enseignement à la faculté de Bobigny, qui se trouve juste à côté. Donc, on travaille vraiment en étroite collaboration avec le service de pneumologie donc du professeur Hilario Nunes, que certains et certaines connaissent peut-être. Euh, Voici mes liens d'intérêt financiers, disons, donc avec les deux laboratoires qui commercialisent des traitements dans la fibrose pulmonaire idiopathique et dans certaines pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes, et puis des prestataires de services pour l'oxygène et la ventilation. Et mes conflits d'intérêts, qu'on pourrait dire académiques, où j'ai des fonctions au sein du groupe fonction de la Société de pneumologie de langue française, des fonctions aussi dans la Société de physiologie et de biologie intégrative, et puis dans la Société européenne. Ça, c'est le plan que je vais dérouler. Donc, quelques généralités sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le SAOS, parce que après, on va voir ensemble qu'il est très fréquent dans le cadre des fibroses pulmonaires et notamment de la fibrose pulmonaire idiopathique. Après, je vais aborder une partie un peu technique sur les mécanismes qui peuvent lier les apnées du sommeil et la fibrose pulmonaire. J'essaierai d'être le plus didactique possible. Et puis, terminer par qu'est-ce que ça implique dans la prise en charge des patients. Donc, déjà quelques généralités sur le SAOS, donc syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, je suis désolé, il y a certains des schémas qui sont en anglais, mais j'ai essayé de traduire quand je le pouvais. Euh, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est caractérisé par euh, plusieurs manifestations. D'une part, il y a une obstruction, enfin, il y a des obstructions intermittentes et répétées de ce qu'on appelle la filière respiratoire. Donc, c'est ce qui va assurer en fait l'apport de l'air atmosphérique vers les poumons. Et en fait, ces obstructions intermittentes, elles vont se faire au niveau du pharynx, donc du fond de la gorge. Et ça va donc soit diminuer le flux inspiratoire, soit même l'arrêter complètement. Donc la diminution, ça s'appelle hypopnée, et l'arrêt complet du flux, ça s'appelle une apnée. Et donc les patients vont faire des apnées répétées de nombreuses fois par heure. Et ça va provoquer plusieurs choses. D'une part, ça peut provoquer une désaturation, puisque si on n'apporte pas d'air frais dans les poumons, eh bien, on a du mal à oxygéner le sang. Donc la saturation du sang en oxygène diminue de manière répétée. Ça va également entraîner des micro-éveils pour restaurer ce flux inspiratoire. Euh, et donc, le sommeil il va être fractionné. Alors, il y a certains éveils qui sont suffisamment importants pour être ressentis par le patient et il y en a qui ne sont pas ressentis par le patient. Mais en tout cas, ça déstructure l'architecture du sommeil et ça donne un sommeil qui n'est pas réparateur en fait. Euh, et puis il y a des mouvements de lutte aussi qui peuvent participer à l'inconfort pendant le sommeil et éventuellement à certains réveils, puisque évidemment, si vous imaginez si votre gorge se ferme, entre guillemets, eh bien, ça va générer une augmentation du travail des muscles, à la fois le diaphragme, les muscles respiratoires, mais aussi certains muscles de l'abdomen pour essayer de rétablir le flux. Et donc on lutte contre une résistance, en fait, contre une gorge qui est fermée. Et puis, une première notion, mais qu'on va revoir un petit peu plus tard, c'est ces phénomènes de désaturation et resaturation, qu'on appelle aussi hypoxie-réoxygénation, mais donc le fait que cette saturation en oxygène soit variable au cours de la nuit, eh bien, ça provoque ce qu'on appelle un stress oxydant. Ce stress oxydant, c'est un facteur d'inflammation au niveau de tout l'organisme qui a des conséquences et qui a des conséquences notamment au niveau cardiovasculaire.
Mais ça, c'est des conséquences plutôt à plus long terme. Je vais d'abord vous parler des conséquences immédiates. Donc, on l'a dit, ça génère un sommeil de mauvaise qualité. Il y a des pauses respiratoires qui ne sont pas forcément ressenties par le patient, mais qui parfois sont bien identifiées par l'entourage, notamment la personne qui dort avec le patient ou la patiente. Donc ça, c'est en plus une charge anxieuse qui peut être importante si on a son conjoint ou sa conjointe qui s'arrête de respirer plusieurs fois par heure pendant son sommeil et qui essaye avec difficulté de reprendre sa respiration. Évidemment, ça peut être inquiétant. Donc ça peut être ressenti, il peut y avoir des sensations d'étouffement. Euh, Ça va aussi entraîner des réveils pour aller uriner, pour aller plusieurs fois aux toilettes pendant la nuit. Alors l'explication est un peu complexe, peu importe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui va augmenter donc ce besoin d'aller uriner plusieurs fois par nuit. Et puis souvent, c'est des patients qui vont ronfler la nuit. Donc ça, c'est tout ce qui se passe la nuit. Et puis les conséquences en journée, eh bien, c'est surtout des conséquences de sommeil non réparateur, hein. Priver quelqu'un de sommeil, c'est aussi un instrument de torture, hein. Et donc, il faut bien voir que ces gens peuvent avoir une qualité de vie qui est extrêmement diminuée, avec des maux de tête matinaux, une somnolence diurne, voire des endormissements pendant les activités quotidiennes. Alors, si c'est devant la télévision après le déjeuner, finalement, c'est pas très grave, mais si c'est au volant ou sur un escabeau, évidemment, ça peut être beaucoup plus dangereux. Et puis, ça peut aussi donner des troubles de la concentration ou une diminution des capacités qu'on appelle cognitives, et puis une certaine forme aussi d'irritabilité. Donc, à plus long terme, ce fameux stress oxydant, cette inflammation dans l'ensemble de l'organisme, ça va surtout augmenter le risque cardiovasculaire. Ça va augmenter le risque de développer une hypertension artérielle, de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral ou un autre problème artériel. Ça va augmenter le risque de faire des troubles du rythme cardiaque et donc potentiellement aussi des morts subites. Ça va augmenter le risque de diabète et ça va augmenter le risque d'hypertension pulmonaire. Donc ça, c'est le risque qui est le mieux identifié et qui est le plus important. Mais il y a d'autres associations morbides avec d'autres maladies, notamment pulmonaires, la fibrose pulmonaire, comme on va le voir un peu plus tard. Et probablement que ça augmente aussi un petit peu le risque de cancer quand on a un syndrome d'apnée du sommeil. Mais ce sur-risque est beaucoup moins important que ce qui peut être pour le risque cardiovasculaire. Dans la population générale, les facteurs favorisants, c'est l'âge, et c'est quelque chose qui est visible sur le graphique à droite. Je ne sais pas si on voit ma flèche quand je la bouge. Oui, oui, Thomas, on voit. Superbe. Donc ici, bon, c'est la fréquence du SAOS qu'on appelle modéré à sévère, mais je vais parler des stades dans la diapositive suivante. Et puis en abscisse, c'est l'âge. Donc on voit bien que plus l'âge avance, plus la fréquence du SAS augmente. Et puis, au-delà de 60 ans, ça se stabilise. C'est à peu près 20% de la population au-delà de 60 ans qui a un SAOS qu'on appelle modéré à sévère. Dans la population générale, avant 60 ans, bah, ça dépend un peu de l'âge, c'est entre 6 et 17%. Et plus on vieillit, et moins c'est lié au poids, parce que le deuxième facteur de risque bien identifié, c'est le surpoids et l'obésité. Et plus on est obèse, avec une obésité sévère, et plus on a de risques d'avoir un syndrome d'apnée obstructive du sommeil associé. Donc ça, c'est un petit peu moins vieux, c'est un petit peu moins vrai chez les personnes au-delà de 60 ans. Alors évidemment, si on a des anomalies maxillofaciales ou ORL, un menton un petit peu reculé ou des grosses amygdales ou un gros voile du palais, bon, c'est des choses qui peuvent participer mécaniquement à l'obstruction de la gorge. De la même manière, si on a une sinusite chronique ou le nez bouché pour d'autres raisons, bah, c'est des choses aussi qui peuvent augmenter le risque de faire des apnées. Et puis le fait d'avoir une maladie respiratoire chronique est un facteur de risque. Alors là où ça a été le plus évalué, c'est dans la BPCO, la bronchite
chronique liée au tabac ou bronchopneumopathie chronique obstructive parce que il y a beaucoup de patients, ça représente beaucoup de patients avec une BPCO parce qu'il y a beaucoup de fumeurs. C'est à peu près, c'est un peu plus de la moitié de toutes les insuffisances respiratoires chroniques, la BPCO, mais aussi donc la fibrose pulmonaire. Et donc là, on commence à entrevoir quelque chose, c'est que à la fois la fibrose pulmonaire, c'est un facteur de risque d'avoir un SAS, mais le fait d'avoir un SAS, c'est, alors quand je dis SAS ou SAOS, pardon, donc tout ça, ça veut dire apnée du sommeil. Mais le fait d'avoir un SAOS, probablement est un facteur de risque de développer ou d'aggraver une fibrose pulmonaire. Et il y a beaucoup d'associations entre syndrome d'apnée du sommeil et d'autres maladies qui sont comme ça bidirectionnelles. Chacun peut un peu favoriser la survenue ou l'aggravation de l'autre. Euh, Comment on peut suspecter la présence d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Bah déjà, en recherchant certains des symptômes évocateurs que je vous ai présentés auparavant. Et notamment, il y a des questionnaires pour soit essayer d'objectiver ce qu'on appelle une somnolence diurne excessive, donc une somnolence trop importante au cours de la journée. Et donc, je vous ai mis un questionnaire qui existe qui s'appelle le questionnaire d'Epworth. Il y en a d'autres. Et donc, l'idée, c'est 8 descriptions de situations quotidiennes. Et on demande aux patients, est-ce que la probabilité de s'endormir en faisant cette activité, elle est nulle ou quasi nulle, faible, moyenne ou forte? Et donc, vous voyez, les activités, c'est assis en train de lire, en train de regarder la télévision, inactif dans un lieu public comme le cinéma ou un théâtre. Mais ça peut être aussi en étant assis, en parlant avec quelqu'un. Donc, il y a des degrés de somnolence qui peuvent être plus importants. Évidemment, s'endormir dans le fauteuil, c'est pas tout à fait la même chose que s'endormir quand on est en train de parler avec quelqu'un. Donc, il y a d'autres questionnaires. Il y a des questionnaires qui mélangent un petit peu la somnolence et puis d'autres des symptômes, peu importe. C'est une première étape. Une deuxième étape, ça peut être de faire ce qu'on appelle une oxymétrie nocturne, donc de mesurer la saturation. Donc SPO2, c'est saturation pulsée en oxygène. Donc cette petite pince au bout du doigt, le saturomètre que vous connaissez probablement bien. Et donc là, on le laisse pendant la nuit avec un petit appareil qui va l'enregistrer en continu. Et donc, on va voir s'il y a des désaturations pendant la nuit de manière intermittente et répétée. Alors, ça ne fait pas absolument le diagnostic de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais comme ça, en dépistage, ça peut être un examen qui est utile. Alors, il peut toujours y avoir des apnées du sommeil qui ne vont pas entraîner des désaturations suffisamment profondes pour être observées. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des faux négatifs, mais c'est un examen qui peut être utile et demandé. L'examen vraiment qui va permettre de faire le diagnostic de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et donc, je dis obstructive parce qu'il y a des autres apnées qui ne sont pas de type obstructive. Donc, l'examen, c'est un examen du sommeil. Il y a deux types, soit une polygraphie ventilatoire nocturne, soit une polysomnographie. Mais les deux examens reposent sur le même principe. La polygraphie ventilatoire nocturne, donc, on va équiper le patient avec un capteur de débit et de ronflement. Ça ressemble un petit peu au dispositif de lunettes à oxygène. Donc, c'est vraiment une petite canule nasale qu'on met dans les narines du patient. Il y a donc l'oxymètre de pouls. Donc, l'oxymétrie nocturne est comprise dans la polygraphie ventilatoire nocturne. Et puis, il y a des sangles thoraciques et abdominales pour essayer de voir s'il y a justement il y a des mouvements anormaux de la cage thoracique et de l'abdomen pendant le sommeil. Euh, donc, une apnée, ça va diminuer le flux euh, pendant quelques secondes. Ça va ou pas se traduire par une diminution de la saturation dans le sang. Et puis, on va voir si elle est obstructive ou non obstructive. C'est des apnées qu'on appelle centrales, justement parce qu'on va voir si, de manière concomitante, il y a une augmentation du balancement de la cage thoracique et de l'abdomen.
Donc ça, c'est déjà un très bon examen qui permet la plupart du temps de faire le diagnostic de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et éventuellement, il peut être couplé à d'autres analyses. Donc il y a tout ce qu'il y a pendant une polygraphie ventilatoire nocturne, mais en plus un électroencéphalogramme, un électrooculogramme, un électromyogramme des muscles du menton. Et donc ça, quand on a un électroencéphalogramme, ça s'appelle une polysomnographie. C'est un examen un petit peu plus complet qui permet en même temps de bien étudier l'architecture du sommeil et de voir si cette architecture est modifiée. C'est quand il y a un doute, malgré un premier examen avec une polygraphie ventilatoire, ou si on suspecte un trouble du sommeil un petit peu plus complexe et qu'un syndrome d'apnée obstructive simple, on peut être amené à faire une polysomnographie. Et donc, ces deux examens permettent de faire le diagnostic d'apnée du sommeil parce qu'on va donc identifier des apnées ou des hypopnées, donc un index apnée-hypopnée, le nombre de tous les événements que le patient va faire rapporté au nombre d'heures de sommeil. Dans la situation physiologique, on n'est pas censé avoir plus de 5 apnées ou hypopnées par heure. Donc en dessous de 5 pour ce fameux index IAH, eh bien, il n'y a pas de syndrome d'apnée du sommeil. Et puis si on a au-dessus de 5, eh bien, il y a des apnées du sommeil. Entre 5 et 15, on dit que c'est des apnées du sommeil, un syndrome léger. Il n'y a pas d'indication à traiter. Entre 15 et 30, on dit qu'il est modéré. Au-dessus de 30 événements par heure, donc ça veut dire une apnée ou une hypopnée toutes les 2 minutes, hein, donc c'est quand même quelque chose de très répété. C'est un syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère. Dans ce cas-là, le traitement est indiqué, il n'y a pas de discussion. Pour un SAOS modéré, ça dépend. Ça dépend s'il y a des symptômes associés, comme une somnolence diurne excessive. À ce moment-là, comme il est symptomatique, on va avoir tendance à pousser un petit peu plus pour le traitement. Ou ça dépend de la contexte. Est-ce qu'il y a déjà d'autres facteurs de risque cardiovasculaire importants ou est-ce qu'il y a déjà des antécédents cardiovasculaires? Est-ce qu'il y a déjà une hypertension artérielle qui est difficile à équilibrer? Si on pense qu'il y a un enjeu important en termes de pronostic, et notamment de pronostic cardiovasculaire, on sera aussi plus enclin à proposer un traitement. Si c'est juste un syndrome d'apnée du sommeil modéré et qui a pas de symptômes et pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, parfois on fait simplement une surveillance et des conseils. Ces conseils, c'est d'éviter les substances qui pourraient aggraver les apnées, donc ne pas prendre de somnifères parce que c'est des médicaments qui vont trop détendre les muscles du pharynx et donc augmenter le risque d'obstruction. De la même manière, diminuer la consommation d'alcool, notamment l'alcool le soir avant d'aller se coucher. Éventuellement une perte pondérale, en sachant qu'il faut perdre quand même un pourcentage assez important de son poids pour qu'il y ait vraiment une influence sur le nombre d'apnées par heure. Et puis donc, si on propose un traitement, le traitement de référence, c'est une ventilation par pression positive continue qu'on appelle PPC ou CPAP en anglais. Donc, c'est cet appareil que certains d'entre vous connaissent peut-être, avec un masque nasal ou facial branché avec un tuyau branché à une petite machine qui se pose sur la table de nuit, qui est transportable dans les cas où on ne dort pas chez soi et qui va permettre donc d'envoyer une certaine pression dans les voies aériennes pour les maintenir ouvertes au cours de la nuit et donc diminuer beaucoup, voire complètement annuler le nombre d'apnées et d'hypopnées. Il y a des alternatives, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a certains patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil uniquement quand ils sont sur le dos. Et donc à ce moment-là, il y a des dispositifs pour essayer de faire en sorte qu'ils ne dorment pas sur le dos, mais sur le côté ou sur le ventre. Et il y a l'orthèse d'avancée mandibulaire qui est des gouttières qu'on place sur les dents, un peu comme un appareil dentaire qui est fait par le stomatologue pour avancer la mâchoire inférieure et donc essayer de réouvrir un petit peu la filière pharyngée.
Dans certains cas, il peut y avoir une chirurgie ORL, il peut y avoir l'implantation d'un stimulateur pour stimuler un des nerfs qui permet d'ouvrir le pharynx. Et puis, il y a aussi des médicaments qui sont en développement, certains qui sont déjà disponibles. Mais tout ça, c'est quand même des alternatives. Vraiment, le traitement de référence, c'est cette fameuse pression positive continue. Je prendrai les questions précises à la fin. Néanmoins, s'il y a une chose pour laquelle j'ai pas été clair, vous pouvez aussi prendre la parole. Alors, je ne sais pas si je verrai très bien si vous levez la main, mais vous pouvez passer par Jean-Michel s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, sans attendre la fin du topo, évidemment. Maintenant, je vous ai dit tout ça, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et les associations entre fibrose pulmonaire et syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, voici la classification des pneumopathies interstitielles diffuses. Donc, ces maladies, un groupe d'un peu plus de 200 maladies plus ou moins rares qui peuvent évoluer vers une fibrose pulmonaire. Euh, et donc, les trois plus fréquentes, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, la FPI, c'est la sarcoïdose et c'est les pneumopathies interstitielles dans le cadre de maladies auto-immunes qu'on appelle des connectivites ou des vascularites, comme la sclérodermie, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme les myosites inflammatoires. Donc, c'est les trois pistes les plus fréquentes, mais vous verrez que les troubles du sommeil ont été surtout évalués dans la FPI et un petit peu moins dans les autres. On parlera aussi brièvement de pneumopathie d'hypersensibilité. Donc là, c'est un peu un mécanisme qu'on appelle immunoallergique. Ce n'est pas réellement une allergie, mais en tout cas, c'est une réaction un peu cousine d'une allergie à quelque chose qu'on inhale et qui peut développer une fibrose pulmonaire. Et puis, la pneumopathie interstitielle non spécifique qu'on appelle PINS. Dans les autres causes, les troubles du sommeil n'ont pas forcément été très bien étudiés encore. Euh, Avant de parler de syndrome d'apnée du sommeil, juste le fait d'avoir une fibrose pulmonaire idiopathique, par elle-même, elle va un petit peu désorganiser l'architecture du sommeil avec moins de sommeil profond et plus de sommeil léger. Donc, de base, les patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique ont plutôt un sommeil qui est d'un peu moins bonne qualité. Et donc, bah, il peut déjà y avoir des symptômes comme des insomnies, de la fatigue en journée ou des troubles de l'humeur et donc une qualité de vie qui est un peu altérée par rapport au sommeil. Et puis, déjà pendant la journée, les sujets avec une fibrose pulmonaire idiopathique ont plutôt tendance à avoir une respiration accélérée. Et donc ça peut persister au cours de la nuit. De même, pas forcément en cas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil associé. Les gens qui ont une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante, ils ont plus de chances de désaturer la nuit que les sujets qui n'ont pas de maladie pulmonaire. Parce que le fait de dormir, ça fait ventiler, enfin, respirer un petit peu moins qu'en journée et un petit peu moins efficacement. Et donc, euh, chez le sujet qui n'a pas de maladie pulmonaire, en fait, cette diminution de la respiration ne va pas aboutir à une désaturation, mais quand on a déjà une maladie pulmonaire, et notamment une fibrose, eh bien, on peut observer comme ça des désaturations nocturnes. Alors, évidemment, si on a un syndrome d'apnée obstructive associé, ça va aggraver ce phénomène, mais qui a pu être observé chez certains patients hors de tout syndrome d'apnée du sommeil. Et le fait d'avoir la saturation qui diminue pendant la nuit, ça peut être associé à un risque accru d'hypertension pulmonaire et un risque accru de mortalité. C'est pour ça que parfois, euh, les oxymétries nocturnes sont également pratiquées, pas forcément pour rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, mais également s'il y a un doute sur une indication à l'oxygénothérapie simple
à ce moment-là, de voir si les désaturations nocturnes éventuelles seraient un argument pour pousser à la prescription d'une oxygénothérapie au domicile. Alors, maintenant, on va un peu s'intéresser au lien entre FPI et SAOS. Et donc, en notant une première chose, c'est qu'il y a des points communs entre ces deux maladies. Il y a des facteurs prédisposants en commun, le fait d'être de sexe masculin, le fait d'avoir un âge supérieur à 60 ans, d'avoir été exposé au tabac ou à d'autres empoussiérages en ce qui concerne la fibrose pulmonaire idiopathique. Tout ça, c'est des facteurs de risque à la fois de fibrose pulmonaire idiopathique et de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et puis, euh, je vous ai dit donc que les apnées du sommeil étaient un facteur de risque cardiovasculaire. Ça, c'est bien identifié. Et ce qui a été observé, c'est qu'il y a plus d'obésité, il y a plus de coronaropathie, donc de maladies des coronaires, donc avec un risque d'infarctus du myocarde. Il y a plus de diabète chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, il y a vraiment, on a l'impression, un terrain qui est commun à ces deux maladies. Partant de ce constat, il y a plusieurs études qui ont essayé d'identifier quelle était la prévalence, en fait, c'est un mot médical pour dire la fréquence des apnées du sommeil dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc une première en 2007 qui était rétrospective, ça veut dire que c'est des patients dont on a repris a posteriori le dossier. Une deuxième en 2009 avec plus de patients, et cette fois qui était prospective. Donc, c'est-à-dire qu'on avait vraiment décidé, enfin, les chercheurs avaient vraiment décidé d'étudier cette question. Et donc, on menait un essai en enregistrant le sommeil des patients qui avaient une fibrose pulmonaire. Et puis, l'essai qui avait été mené et publié en 2017, donc, qui est un essai français euh, comment dire, qui a été réalisé grâce à la cohorte COFI, cohorte fibrose, donc qui était une cohorte nationale avec toutes les FPI, donc qu'on appelle incidentes, c'est-à-dire pas des FPI qui étaient déjà suivis, mais vraiment des FPI dont on venait de faire le diagnostic. Et donc, certains des centres qui participaient à cette cohorte COFI ont en plus réalisé un examen du sommeil aux patients à qui on venait de découvrir une fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc, dans ces trois études, la fréquence des apnées du sommeil était comprise entre 56 et 68 si on ne considérait que les apnées du sommeil modérées à sévères, donc avec ce fameux IAH, index d'apnée-hypopnée, supérieur à 15 événements par heure. Donc, disons des syndromes d'apnée du sommeil significatifs. On n'avait pas tenu compte des autres. Enfin, ils sont sortis, ils ont été détaillés, mais en fait, on s'intéresse surtout à ceux qui sont modérés à sévères parce que c'est là vraiment que le risque cardiovasculaire est augmenté et que les SAOS légers chez une personne au-delà de 60 ans, ce qui correspond aussi à l'âge au-delà duquel on est plus susceptible de faire une fibrose pulmonaire idiopathique, finalement, c'est très fréquent. Mais donc, pour un risque, enfin pour une sévérité modérée ou importante, déjà, 2 tiers des patients avec une FPI en début d'évolution de la maladie semblent avoir des apnées du sommeil associées. Il y a eu une étude plus récente avec à peu près le même design que l'étude française qui a montré des résultats très proches. Donc, c'est quelque chose qui a l'air vraiment d'être reproductible dans différents pays, à différents, enfin, c'est pas vraiment différentes époques, mais il y a quand même quasiment 15 ans d'écart entre la première et la dernière étude en date. Donc, on a l'impression que c'est vraiment pas une observation inopinée, mais quelque chose d'assez solide. Si on s'intéresse aux autres pneumopathies interstitielles diffuses, c'est un peu moins net. L'association, elle a l'air d'être surtout présente pour la FPI, mais probablement qu'il y a quand même plus de syndrome d'apnée du sommeil chez les gens qui ont un autre type de PID fibrosante. Et d'ailleurs, dans
cette étude portugaise que j'ai encadrée, ils avaient spécifiquement fait attention de ne prendre que des gens qui avaient une PID fibrosante, mais qui n'étaient pas une FPI. Ils n'avaient pas mélangé les populations. Comme c'est le cas des gens qui ont une BPCO, par exemple. Les gens qui ont une bronchite chronique liée au tabac, ils ont plus de syndrome d'apnée du sommeil que la population générale. Mais vraiment, l'association la plus forte, c'est entre SAS et FPI. On a l'impression qu'il y a plus de SAS dans les FPI que dans les autres PID fibrosantes ou que dans la BPCO. Alors, comment ça peut s'expliquer? Eh bien, c'est l'histoire de l'œuf ou la poule, hein, puisque on a l'impression que le terrain est un petit peu commun. Alors, il y a des premiers rapports qui ont montré que le fait d'avoir une fibrose pulmonaire, ça modifie ce qu'on appelle les forces de traction dans le thorax, et que pour des raisons mécaniques un peu complexes, ça pourrait favoriser la fermeture des voies aériennes supérieures. Et puis, un mécanisme encore plus complexe, mais je vous ai dit que le sommeil et la manière de ventiler chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire est déjà un petit peu modifiée, et donc ça pourrait favoriser la survenue d'un syndrome d'apnée du sommeil. Alors c'est probablement vrai, mais ça ne suffit pas à tout expliquer de cette association entre les deux maladies, et notamment si on pense que les forces de traction, c'est un mécanisme prépondérant, on s'attendrait à retrouver surtout des apnées du sommeil chez des gens qui ont des fibroses déjà un peu évoluées, déjà sévères, alors que bah, finalement, même chez les gens qui ont une fibrose qu'on vient de diagnostiquer avec une fonction pulmonaire qui est encore peu altérée, eh bien, on a déjà beaucoup d'apnées du sommeil. Donc, l'idée, c'est quand même plutôt que la présence d'un SAS pourrait euh, favoriser la survenue d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Et on a encore plus de mécanismes et d'arguments pour le dire. Mais tout en gardant à l'esprit que les deux sont vrais et l'un, en fait, peut un peu entraîner l'autre. Alors, on a des arguments plutôt biologiques. Là, je suis désolé, c'est la partie qui est un petit peu technique, mais je vais simplifier ce qui est à l'écran. On a réalisé des prises de sang chez des patients sains, des patients qui avaient un syndrome d'apnée du sommeil. Et chez les patients qui ont des apnées du sommeil, eh bien, ils expriment ce qu'on appelle des biomarqueurs d'agression alvéolaire. Donc, c'est des molécules qui sont relarguées dans le sang quand il y a une souffrance des cellules pulmonaires. Donc ça, c'est vrai juste sur le fait d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil par rapport au sujet sain. Et si on regarde les gens qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, eh bien ceux qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique et des apnées du sommeil sévères, eh bien pareil, ils ont plus de ces marqueurs sanguins que les gens qui n'ont que, entre guillemets, une fibrose pulmonaire idiopathique, ce qui est déjà beaucoup, mais sans apnée du sommeil. On a aussi des arguments plus cliniques. Euh, Ce que vous avez ici sur la droite, ce sont ce qu'on appelle des courbes de survie. Donc on part d'un effectif à 100%, et puis à chaque fois que la courbe diminue, ça veut dire qu'il y a des patients de la cohorte qui sont décédés. Et donc dans cette étude italienne, en fait, ils ont comparé la survie globale et ce qu'on appelle la survie sans progression, c'est-à-dire que là, ce qui fait baisser les courbes, c'est pas seulement le fait de décéder, mais c'est aussi le fait d'aggraver sa fonction respiratoire sur la capacité vitale, la CV ou CVF, ou sur la diffusion, la DLCO. Eh bien, en fait, les personnes qui vont le plus rapidement aggraver leur fonction respiratoire et ou décéder, c'est plutôt des personnes qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique associée à des apnées du sommeil qui provoquent des désaturations nocturnes. C'est la courbe noire. Dans la courbe bleue, il y avait une association fibrose pulmonaire idiopathique, apnée du sommeil, mais pas de désaturation nocturne. Et la courbe rouge, c'était une FPI, mais sans SAS. Et on voit que c'était les gens qui avaient le meilleur pronostic. Donc le fait d'avoir un SAS, et encore plus le fait d'avoir un SAS qui va provoquer des désaturations nocturnes, c'est quelque chose qui semble dégrader le pronostic.
c'est quelque chose qui a été confirmé un peu plus récemment dans une autre étude italienne avec à peu près le même design. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, mais bon, voilà. L'idée, c'est qu'on a plusieurs études qui semblent montrer que plus on a un SAS et plus il est sévère, plus ça semble aggraver le pronostic d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Et on a aussi des arguments expérimentaux, donc c'est-à-dire avec des modèles animaux. Alors, je suis désolé pour ceux et celles qui ont un peu de mal avec l'expérimentation animale, mais parfois on est obligé d'en passer par là. Donc là, je vous montre un exemple de protocole. On prend des rongeurs. Alors nous, on avait pris des souris. Il y a une autre équipe américaine qui avait pris des rats. Et on leur instille dans la trachée euh, un produit qui s'appelle la bléomycine qui va en fait générer une inflammation importante dans leurs poumons et en fait la guérison de l'inflammation va se faire en laissant une fibrose pulmonaire. Donc c'est un modèle de fibrose pulmonaire, un modèle animal de fibrose pulmonaire dont on dispose, qui n'est pas parfait et c'est pas exactement la maladie humaine, mais ça nous permet quand même d'étudier certains mécanismes. Et donc, il y avait des souris à qui on ne faisait pas développer de fibrose pulmonaire. Et il y avait des souris à qui on faisait développer une fibrose pulmonaire. Et puis après, soit on les laissait à l'air libre, soit on les exposait à une hypoxie intermittente. Donc, c'est-à-dire que on les plaçait dans ces caissons. Et à l'intérieur de ces caissons, il y avait un ordinateur qui baissait la saturation d'oxygène 40 fois par heure pendant 8 heures par jour. Donc, comme si elles avaient en fait une diminution de la saturation pendant leur sommeil. Alors, ce qui est pratique pour la souris, c'est que c'est un animal qui dort la nuit et pardon, qui dort le jour et qui vit la nuit. Donc, ça nous permet, nous, en journée, de faire nos expérimentations, ce qui correspond à leur nuit, et donc de mimer comme ça. Alors, on mime pas la totalité d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais on mime en tout cas le manque répété d'oxygène au cours de la nuit. Eh bien, ces souris, euh, vous voyez en rose la courbe des souris à qui on avait fait développer une fibrose pulmonaire. Elles sont plus mortes que celles à qui on n'avait pas fait développer de fibrose pulmonaire. Mais celles à qui on a fait développer une fibrose pulmonaire et à qui on a, enfin, qu'on a exposé à cette fameuse hypoxie intermittente pour mimer en plus des apnées du sommeil, c'est cette courbe un peu turquoise, eh bien, le décès était plus important. Et si on regardait la tête de leurs poumons au microscope, eh bien, il y avait plus de fibrose. Après, on a essayé différentes combinaisons, c'est-à-dire de commencer l'hypoxie intermittente avant, puisque dans le modèle dont on voudrait se rapprocher, on imagine que chez les patients, il y a d'abord des apnées du sommeil et que ça favorise l'apparition d'une fibrose pulmonaire. Et donc, effectivement, le fait d'être exposé à l'hypoxie intermittente avant favoriser, enfin aggraver la fibrose pulmonaire. Après, on a essayé de leur faire développer une fibrose et puis d'arrêter l'exposition à l'hypoxie intermittente pour mimer en fait le traitement de l'apnée du sommeil et ça améliore leur pronostic. Donc, quand même, ce modèle semble assez robuste et a l'air de décrire de manière assez pertinente ce qui peut se passer en médecine humaine. Et puis, il y a d'autres mécanismes. Je vais essayer de ne pas être trop abscon. Euh, le, le fait d'avoir des apnées du sommeil, ça va perturber euh, la synthèse de tout un tas de protéines qui sont impliquées dans ce qu'on appelle les cycles circadiens, c'est-à-dire, où on appelle ça aussi des protéines de l'horloge, c'est-à-dire l'horloge interne. L'alternance entre la veille et le sommeil au niveau de l'individu. Et le fait d'avoir une fibrose pulmonaire idiopathique, ça va aussi perturber cette horloge interne. Et cette horloge interne, quand elle est perturbée, eh bien, il a été montré dans des modèles animaux que ça pouvait favoriser la fibrose pulmonaire. Donc, souvent, c'est des modèles animaux aussi avec des rongeurs. Donc, il n'y a pas que
le fait de générer du stress oxydant avec l'hypoxie, avec la désaturation. Il y a probablement aussi le fait de dérégler l'horloge interne qui favorise la survenue d'une fibrose pulmonaire. Et puis, probablement aussi le fait d'avoir des efforts contre résistance au niveau de la cage thoracique et de l'abdomen, parce que dans cette autre expérience et dans d'autres à qui ressemblent un peu, si on prend des cellules pulmonaires et qu'on les étire dans un appareil, donc un appareil avec un appareillage microscopique, donc qui tire sur un groupe de cellules, eh bien, si on fait ça sur des cellules d'animaux à qui on a fait développer une fibrose pulmonaire auparavant, eh bien, ces cellules qu'on étire, elles vont relarguer beaucoup de molécules qu'on appelle profibrosantes, donc qui vont elles-mêmes avoir un rôle dans l'aggravation de la fibrose. Donc, on a l'impression comme ça d'un mécanisme un petit peu d'amplification avec les forces de traction. Donc ça, c'est des choses un peu compliquées, mais en tout cas, ça résume toutes les pistes qui peuvent être étudiées et qui peuvent expliquer éventuellement pourquoi il y a une association telle entre apnée du sommeil et fibrose pulmonaire idiopathique. Euh, et comme je vous le disais, l'association, elle est pas simplement entre apnée du sommeil et fibrose pulmonaire idiopathique, mais elle existe aussi avec l'hypertension pulmonaire ou les comorbidités cardiovasculaires, puisqu'il y a plus fréquemment des comorbidités cardiovasculaires chez les patients qui ont une FPI. Deux exemples, ça c'est des études américaines. Vous avez en très plein les sujets sains et en pointillé des sujets qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. Et en fait, quand le trait monte, ça veut dire qu'il y a eu un événement cardiovasculaire. Donc on voit que les gens qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique ont plus d'événements cardiovasculaires que les gens qui n'en ont pas. Et peut-être que cette surreprésentation du risque cardiovasculaire dans la fibrose pulmonaire idiopathique pourrait être expliquée au moins en partie par la présence d'un SAS, puisqu'on a l'impression en plus que 2 tiers de ces patients avec fibrose pulmonaire idiopathique présentent des apnées du sommeil. Et dans la fameuse cohorte COFI, quand on avait regardé le groupe des gens qui avaient un syndrome d'apnée obstructive sévère, donc avec l'IAH supérieur à 30 événements par heure, eh bien, 100% de ce petit groupe, hein, c'est 18 patients sur 45, donc évidemment, on n'a pas des gros effectifs, mais en tout cas, tous les patients de ce groupe avaient une maladie cardiovasculaire associée. Et la majeure partie de ces maladies cardiovasculaires, c'était ce qu'on appelle des cardiopathies ischémiques, donc une coronaropathie, donc le fait d'avoir un infarctus ou d'avoir des diminutions du diamètre des coronaires qui exposent au risque de faire un infarctus. Dernière partie, qu'est-ce que ça va impliquer dans la prise en charge des patients qui ont une fibrose pulmonaire? Eh bien, première chose, euh, c'est d'autres études que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, qui sont aussi plutôt des gens donc, au-delà de 60 ans, euh, la présence du SAOS n'est pas très bien prédite par le fait d'être en surpoids ou obèse. Il n'y a pas trop de différence entre les gens qui ont une FPI avec un surpoids et les gens qui ont une FPI sans surpoids. Et pas très bien prédite non plus par les échelles de somnolence diurne, comme le questionnaire d'Epworth. Donc ça veut dire que les gens qui ont une FPI ont très fréquemment des apnées du sommeil et que ces apnées du sommeil sont pas forcément très symptomatiques ou ne sont pas forcément accompagnés des facteurs de risque habituels. Euh, donc, probablement qu'il faut proposer une recherche de SAOS assez largement dans le cadre des fibroses pulmonaires idiopathiques, pas forcément attendre qu'il y ait des symptômes, mais faire les examens de manière, si ce n'est systématique, au moins de manière assez large aux patients à qui on diagnostique une fibrose pulmonaire idiopathique. Ce n'est pas encore vraiment dans les recommandations, mais c'est quelque chose quand même qui semble assez important aux personnes qui s'intéressent à la question. Et une autre manière de prendre cette question, c'est de regarder, de faire des études, parce que le problème de nos études, c'est que comme la FPI est une maladie rare,
on a souvent des effectifs qui sont relativement faibles par rapport à d'autres études avec des maladies plus fréquentes comme l'hypertension artérielle ou la BPCO. Donc, parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des études sur des données de santé. Donc là, c'est une étude canadienne. Donc là, avec 5000 patients, dont le dossier, c'est un peu comme le dossier de la sécurité sociale, si vous voulez, a été extrait. Euh, et on a comparé les patients qui avaient une FPI, qui avaient fait un examen du sommeil, une polysomnographie, par rapport à ceux qui n'avaient pas fait de polysomnographie. Avec l'idée que donc, la polysomnographie, si elle a dépisté un SAOS, elle a peut-être abouti à une prise en charge, un traitement, notamment par cette fameuse pression positive continue. Et en tout cas, les patients qui avaient eu une polysomnographie, eh bien, ils avaient fait moins d'accidents respiratoires qui les avaient amenés à l'hôpital. C'est la courbe noire par rapport à la courbe grise. Et ils avaient une meilleure survie. Alors, c'est évidemment très, très indirect parce qu'il peut y avoir plein d'autres explications, mais quand même, ça va aussi dans le sens de se dire si on tient compte de la possibilité d'un syndrome d'apnée obstructive associé et que s'il est présent, on le traite, ben peut-être on améliore la qualité de vie et la survie de ces personnes. Là, je ne peux pas encore vous donner les résultats, mais on a essayé de refaire la même chose en France. Alors, c'est une étude qui est menée surtout par l'équipe de Grenoble, mais à laquelle on a collaboré. Et on a des résultats qui vont à peu près dans le même sens. Je vois que le temps tourne, donc je vais aller assez vite. Il y a des études qui sont intéressées à qu'est-ce qui se passe quand on commence un traitement par PPC, donc pression positive continue, chez des patients qui ont une FPI et un SAS. Alors, c'est des études qui ont des biais potentiels et qui ont notamment des petits effectifs qui ne sont pas toujours toutes prospectives. Mais en tout cas, on a l'impression que le fait de démarrer un traitement par pression positive continue, ça améliore la qualité de vie chez la plupart des patients et que peut-être ça pourrait aussi améliorer la survie avec beaucoup de réserves parce que c'est des études voilà, qui portent sur des petits effectifs qui n'ont pas forcément toutes été pensées pour cette question spécifiquement, mais ça pouvait être une question de recherche secondaire. Euh, mais on a l'impression que ça peut rendre service. Donc, il n'y a pas encore de recommandations spécifiques ni pour un dépistage systématique par un examen du sommeil chez tous les gens qui auraient une fibrose pulmonaire idiopathique et encore moins chez les gens qui auraient une autre PID fibrosante. Il n'y a pas non plus de recommandations spécifiques sur qu'est-ce qu'il faut faire si on trouve des apnées du sommeil, comment il faut les traiter. On n'a pas comparé les différentes modalités de traitement, mais on a l'impression que la pression positive continue peut rendre des services. L'idée l'idée commune en fait était que c'était plus difficile chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire de démarrer un traitement par PPC que chez d'autres patients qui n'auraient qu'un syndrome d'apnée du sommeil sans maladie respiratoire chronique. Mais quand on a un peu l'habitude et si on fait un peu plus attention, disons qu'avec le patient apnéique standard, on arrive à avoir quand même des taux d'observance qui sont euh, certes un peu inférieurs au taux d'observance habituel, mais qui sont quand même corrects. Parce que, évidemment, le fait de dormir avec un appareil, avec un masque qui prend le nez ou qui prend le nez ou la bouche, c'est inconfortable et donc il faut se faire à l'appareillage. Il faut s'y habituer et il y a des patients qui ont plus ou moins de mal à s'y habituer. Et les patients qui sont symptomatiques, par exemple, qui ont une somnolence diurne importante et qui, en fait, ont leur vie un petit peu transformée parce qu'ils s'endorment plus dans la journée ou bah, là, c'est plus facile de les faire adhérer à la ventilation. Par contre, ceux à qui on a trouvé un syndrome d'apnée du sommeil, mais qui, en fait, n'avaient pas ces symptômes,
eh ben, si on leur conseille de dormir avec un appareillage, ils n'ont pas forcément de bénéfice immédiat. Donc, soit ils le supportent, ou soit ils se font un peu violence parce qu'on leur a expliqué que ça augmentait leur risque, et notamment leur risque cardiovasculaire. Mais bon, si avant ils avaient un sommeil de qualité à peu près normale et que ça dégrade leur qualité de sommeil, évidemment, ça peut être difficile pour eux de continuer à utiliser la machine. Euh, voilà. Euh, donc, la fibrose pulmonaire idiopathique provoque des anomalies de l'architecture du sommeil et de la saturation d'oxygène nocturne, même quand il n'y a pas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais en plus, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est fréquent dans ce contexte, y compris pour des fibroses pulmonaires idiopathiques nouvellement diagnostiquées, donc pas forcément celles qui sont les plus sévères, mais vraiment, on a l'impression à tout stade d'évolution. Et puis, c'est un peu moins fréquent, mais c'est quand même plus fréquent que dans la population générale, chez les gens qui ont d'autres types de fibrose pulmonaire. Euh, il y a une relation qui est probablement bidirectionnelle, où l'un favorise l'autre, mais ce qui a l'air quand même de se dégager des études, c'est que la présence d'apnée du sommeil pourrait précéder l'apparition d'une fibrose et que le fait qu'il y ait des apnées du sommeil pourrait favoriser l'apparition et la progression de la fibrose pulmonaire. Et est-ce qu'il faut les traiter par une pression positive continue ou est-ce qu'il faut adapter un peu la manière dont on les traite? On est encore au début de la recherche sur ce sujet, mais quand même, les premières données qu'on a semblent montrer qu'il y a quand même un bénéfice en termes de qualité de vie et peut-être même en termes d'évolution de la fibrose dans ce cadre-là. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Thomas. Hop. J'ai arrêté votre Ah oui, voilà, partage. j'étais en train d'essayer de chercher, mais ça ira peut-être plus vite si. Voilà. Merci. Merci, Thomas, d'avoir pris le temps surtout d'avoir fait l'effort de nous expliquer, c'est pas simple comme exercice, des résultats d'études, etc. Mais c'était super intéressant. Moi, avant de prendre les questions des participants, moi, j'en retiens déjà que, d'une part, c'est très fréquent pour les fibroses pulmonaires, les FPI en particulier, les PHS et d'autres, mais c'est très fréquent, hein. Ça peut aller jusqu'à 2 tiers si j'ai bien C'est ça, ouais. retenu les chiffres, avec un impact à la fois sur la qualité de vie, mais même sur la maladie, en fait, même son pronostic, hein. Donc, c'est à prendre super au sérieux. Et je me demandais peut-être comme première question si vous pourriez peut-être nous refaire un petit récap comme ça des signes qui pourraient nous faire dire si on n'a pas déjà été testé, etc. Qu'est-ce qui pourrait faire que la prochaine fois que je vois mon pneumologue, je lui dis, tiens, j'ai repéré ça, ça, ça. D'accord. Bah, alors, donc, il y a beaucoup de signes qui ne sont pas spécifiques, donc qui peuvent avoir d'autres explications, mais en tout cas, ça vaut le coup de, de vérifier qu'il n'y a pas de trouble du sommeil. Donc, le premier, ça va être des choses qui sont identifiées en journée, donc une fatigue inhabituelle, et a fortiori si ça entraîne une somnolence, donc le fait vraiment de s'endormir à des moments où on ne le souhaite pas. Euh, et puis, sinon, des choses qui vont plutôt être repérées la nuit, donc c'est les ronflements. C'est si le conjoint ou la conjointe a repéré des interruptions de la respiration. C'est le fait de se réveiller plusieurs fois par nuit pour aller faire pipi. Alors, évidemment, ça, chez les hommes, il y a aussi d'autres explications au-delà de 60 ans, mais c'est pas un élément isolé, mais c'est en fait l'association de plusieurs. Et puis, au petit matin, l'impression, malgré une durée de sommeil qui devrait être suffisante, évidemment, si c'est le lendemain d'un réveillon ou si c'est ou s'il y avait des voisins qui étaient bruyants, je sais pas. Bon, on se réveille, on n'est pas en forme. Mais après une nuit qui semble normale et qui devrait être d'une durée suffisante, l'impression de ne pas être suffisamment euh, reposé et ça de manière répétée. Et puis aussi s'il y a
des maux de tête au réveil et qui vont un petit peu s'estomper à distance du lever. Téléphone. Ça, c'est un peu évocateur aussi. Oui, ton téléphone. Avec la limite néanmoins que bah, parfois on a quand même des apnées du sommeil, même sans ces symptômes. Donc, c'est vrai que s'il y a ces symptômes, il faut y penser. Mais bon, parfois, on peut avoir juste sur l'examen du sommeil la surprise, entre guillemets, de trouver des apnées du sommeil, alors qu'on n'avait pas forcément tous ces symptômes ou qu'on n'en avait qu'un seul. Bon, parfois, Non, mais ça peut arriver aussi. c'est déjà clair, merci. Comme ça, on sait Mm. au moins qu'avec ces signes-là, si on n'en a jamais parlé avec son pneumologue et si on n'a pas testé, effectivement, ça vaut sûrement Ouais, absolument. le coup de lui signaler. Donc, on va laisser la parole aux participants. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour le docteur Gilles? N'hésitez pas. Je vous vois pas tous, mais levez la main, prenez la parole, rallumez vos micros. En attendant, Thomas, j'avais une deuxième question. On est certain à être sous oxygène 24 heures sur 24, hein. Mhm. Comment ça se passe dans ce cas-là? Parce que si je comprends, la PPC, c'est un autre appareillage en plus. Comment ça vit les deux ou pas en même temps? Absolument. Alors, en fait, effectivement, comme ça va nécessiter un masque qui prend seulement le nez ou qui prend le nez et la bouche, donc qu'on appelle un masque nasal ou facial, ça va nécessiter d'enlever les lunettes à oxygène, mais plutôt de brancher le tuyau d'oxygène sur la machine de PPC. En général, c'est derrière. Et donc, la machine, dans ce cas-là, va pousser à la fois de l'air pour maintenir les voies aériennes ouvertes, mais de l'air qui sera un peu enrichi avec l'oxygène de l'extracteur ou de la cuve, enfin en tout cas du système habituel. Donc il est possible de brancher l'oxygène sur la PPC. D'accord, ça fait les deux en même temps, en fait, Absolument. si je comprends bien. D'accord, ok, merci. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Parmi. Anne, vas-y, Anne. Bonjour docteur et merci pour cette exposition très claire. J'ai la chance d'être suivie à Avicenne justement et j'y vais dans 2 jours. Je vais vous demander s'il serait opportun dans la mesure où j'ai une PHS et que le symptôme que j'ai moi, c'est-à-dire que j'ai une hypoxie la nuit puisque j'ai une montre qui enregistre vous savez, mon La saturation, oui. saturation, excusez-moi, je n'ai pas beaucoup dormi, ma saturation. Euh, Est-ce qu'il serait raisonnable de leur demander s'ils peuvent envisager de faire une enquête comme vous proposez de SAOS? Bah, ça vaut le coup d'en parler avec le médecin, oui, absolument. Parfois, ces montres sont plus ou moins fiables, donc il peut arriver que la montre C'est indique des choses c'est qui systématiquement la nuit. n'existent pas, mais en tout cas, ça vaut le coup de le vérifier, je pense. Alors, et selon si vous avez d'autres symptômes associés ou pas, peut-être qu'ils vont déjà vous proposer ce qu'on appelle l'oxymétrie nocturne, donc mesurer avec un autre type de capteur, donc vraiment un saturomètre validé, entre guillemets, Oui, je euh, voir si on retrouve ça, et ou donc soit dans un deuxième temps, soit tout de suite s'il y a d'autres choses qui peuvent faire penser à des apnées du sommeil, faire un examen du sommeil, oui. Le problème de l'examen de la polygraphie nocturne, c'est que souvent il y a un petit délai, donc parfois on fait aussi l'oxymétrie en attendant parce que on peut l'avoir plus vite. d'accord. Mais alors, c'est possible même si on habite en province, ça veut dire chaque fois il faut retourner à l'hôpital, c'est ça? Alors, oui, en tout cas pour l'oxymétrie, ça peut être le prestataire de service D'ac- qui vient l'installer. Donc, c'est les mêmes prestataires qui peuvent brancher l'oxygène, ils peuvent poser l'appareil d'oxymétrie, le récupérer le lendemain et envoyer le tracé au pneumologue. Donc, ça, c'est aussi pour ça que c'est plus facile à organiser. La polygraphie, il faut quand même aller dans un centre qui fait de la polygraphie. Et c'est Euh, pas à Avicenne, c'est pas à Avicenne. bah, c'est soit à Avicenne, Oui, oui, oui. mais ça peut être aussi dans d'autres centres si c'est plus pratique. Ça, c'est possible. D'accord. Bah, écoutez, je vais vous évoquer votre nom si vous m'en voulez pas quand je verrai votre Ah, collègue. aucun problème. On se connaît tous, hein, donc il y a pas de souci. Ouais, bah, comme je vais en HDJ, j'ai déjà fait le tour de plusieurs. Voilà. Bon, ben, je vous remercie pour cette réponse. Merci beaucoup.
De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Thomas Alors, est prêt à répondre à tout. Christine, hein. Bonjour Christine. Il faut que tu rallumes ton micro. Ah, oh, ton micro est sur mute, Christine. Tu as un petit micro en bas, normalement en bas de l'écran. Il doit être barré. Il faut cliquer dessus pour qu'il soit plus barré. En attendant, il y a peut-être une question de François. C'était François? Vas-y François, alors en attendant que Christine trouve le micro. Oui, bonjour à tous. Je suis arrivé en retard, j'arrivais pas à me connecter et ça me concerne beaucoup parce que j'ai eu ce problème d'apnée du sommeil il y a 12 ans, 12 ans. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas la suite de ça que j'ai contracté cette fameuse FPI, c'est-à-dire en 2019. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un lien. alors, Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? ouais, à l'échelon individuel, c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Alors, je dis on, pas seulement notre équipe, mais ce que les gens qui s'intéressent au sujet quand même ont montré, c'est que oui, il y a un lien. Le fait d'avoir une apnée du sommeil, ça favorise l'apparition d'une fibrose. Après, c'est pas un facteur qui suffit à lui seul à déclencher une fibrose, mais c'est quelque chose qui va s'ajouter aux autres facteurs de risque de fibrose pulmonaire idiopathique, qui peuvent être le tabagisme ou l'exposition professionnelle à d'autres substances toxiques pour le poumon, qui peuvent être des infections à répétition, qui peuvent être éventuellement le reflux gastrique et des micro-inhalations. Enfin, tous les facteurs habituels si c'est pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Si c'est pour un autre type de fibrose, eh ben, il y a encore d'autres facteurs de risque. Mais le fait qu'il y ait des apnées du sommeil, c'est probablement un facteur supplémentaire qui facilite l'apparition de la fibrose, oui. Et cette chronologie, d'ailleurs, rentre assez bien dans ce cadre-là, hein, puisque on vous a diagnostiqué les apnées du sommeil plusieurs années avant l'apparition de la fibrose. Donc, il est pas impossible, effectivement, que ça ait joué chez vous. Et avant de prendre merci Thomas, avant de prendre la question de Christine qui a réglé son problème de micro, avant de prendre sa question, François, t'es traité pour l'apnée du sommeil? T'as un masque, t'as tout ça? Pas. Ça fait 12 ans. D'accord, oh, d'accord, ok. Donc, je ne peux pas en passer d'ailleurs maintenant, hein. J'ai essayé pendant une période où j'étais en Afrique, je m'en suis passé pendant 15 jours. J'ai cru que je pouvais m'en passer, mais non, quand je suis revenu, et c'est à la suite de ce voyage-là qu'on m'a diagnostiqué la FPI. Et est-ce qu'il y en a d'autres parmi les participants qui font de l'apnée, qui sont traités par PPC? Si vous levez la main, il y a Jean-Jacques. Il y a Jean-Jacques aussi, ok. On va prendre la question de Christine, puis après je reviendrai vers vous. Je suis pas sûre Christine. que ça marche Si, mieux. Si, ça marche. Ça marche. Bon, en fait, c'était pas forcément une question. Enfin, c'est plutôt une observation. C'est vrai que je vois des signes de fatigue, de me réveiller la nuit pour aller aux toilettes, mais de me rendormir tout de suite après. Les signes qui me font poser des questions par rapport à la qualité de mon sommeil, c'est que en 2016, le pneumologue avait fait une analyse du sommeil, il n'avait rien trouvé de flagrant. Donc, le sommeil fonctionnait en 2016. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que selon la position, si je dors sur le dos, le matin, j'ai mal partout. Il faut que je me couche sur le côté et que j'arrive pas à savoir si c'est un problème d'oxygénation ou autre chose, si c'est une des maladies que j'ai qui est parallèle à la fibrose, enfin, Mhm. notre pathologie. Je ne sais pas, mais je trouve que je suis fatiguée et j'ai souvent sommeil. Je me fais des micro-siestes de 20 minutes, parfois dans la journée, pour récupérer. Alors, est-ce qu'il faut que je refasse une analyse du sommeil pour vérifier si c'est ça ou si c'est autre chose?
En tout cas, ça vaut le coup d'en rediscuter avec vos médecins. Parce que, si j'ai bien compris, la précédente était en 2016, donc ça fait quand Oui, même quasiment 10 ans. ouais, Alors évidemment, on va pas refaire des examens du sommeil tous les ans, mais là, en 10 ans, les choses peuvent changer quand même. Et si vous ressentez une dégradation, ça peut valoir le coup de se reposer la question. Alors, il peut y avoir d'autres explications, comme vous le disiez, il peut y avoir les autres maladies, il peut y avoir le fait de prendre de l'âge où le ouais, sommeil est quand même hors, hors apnée du sommeil. Le sommeil est un petit peu de moins bonne qualité quand on prend 10 ans. Mais malgré tout, ça vaut le coup de se poser la question et peut-être de renouveler cet examen éventuellement s'il y a suffisamment de signes évocateurs. Moi, ça me semble pas choquant. Euh, de manière générale, l'examen du sommeil, c'est quelque chose qu'on fait de manière assez large dans le cadre de la FPI, parce que on a vu qu'il y avait une association importante, mais même chez la population générale, si c'est un examen, si on le fait et qu'il est toujours positif, ça veut dire qu'on ne le fait pas assez à assez de patients, en fait. On doit le faire à des patients et il doit nous revenir négatif parce qu'on doit se poser la question assez facilement. Je ne sais pas si c'est clair la manière dont je le dis, mais Oui, c'est donc, clair. voilà, moi ça me choque pas de se poser la question et de contrôler cet examen. Voilà, s'il est positif, on a une explication. S'il est négatif, c'est aussi une information importante. Donc de toute façon, ça donne des renseignements. d'accord. Et la position dans le lit, parce que c'est comme si ma cage thoracique, elle devait faire plus d'efforts si je suis couché sur le dos que si je suis couché sur le côté. Est-ce que c'est... Ah, il y a des apnées du sommeil qui sont appelées positionnelles et qui en général sont plus fréquentes justement quand on est allongé sur le dos, parce que en fait il y a un petit peu le poids de la gorge qui appuie sur le pharynx. Donc effectivement, ça peut un peu augmenter le risque. Euh, et c'est quelque chose qu'on étudie quand on fait un examen du sommeil. Parfois, il y a des capteurs de position, justement pour voir si cette apnée, elle est uniquement ou majoritairement présente sur le dos par rapport aux autres positions. Donc, ça peut être un signe de ça. Après, il peut y avoir d'autres explications qui expliquent qu'on est mieux dans une position ou une autre, mais ça pourrait aussi rentrer dans ce cadre-là, oui, Non, merci beaucoup. de rien. Merci Thomas. Monsieur Chavalier, Jean-Jacques, si je me rappelle bien, vous avez une FPI aussi, et donc aussi apnée du sommeil, hein. Voilà, moi je suis traité pour l'apnée du sommeil depuis 5 6 ans. Et la FPI m'a été diagnostiquée il y avait environ 3 ans. Mais pour l'apnée du sommeil, j'ai un appareil et que je D'accord? supporte depuis 6 ans. Donc, si je comprends bien, parce qu'avant, je faisais 40 apnées à l'heure. Et Mhm. maintenant, j'ai contrôlé avec l'appareil, j'en fais 2. Donc, je considère que c'est normal au point de vue maintenant. Absolument. En termes d'apnée, c'est normal. Alors, D'accord? ce qui est pas très clair, que ça soit chez les gens qui ont une fibrose ou chez les autres, hein, d'ailleurs, c'est est-ce que quand on a une fibrose avec une PPC et qu'il n'y a plus d'apnée, donc, comme c'est votre cas, si on passe de 40 à 2, alors, évidemment, on est content puisque on réduit le nombre d'apnées et en général, quand il y avait des symptômes comme une fatigue, une somnolence, en général, ça améliore, ça s'accompagne en parallèle d'une amélioration des symptômes. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais Tout à fait, tout à fait. Avant, je sommeillais pendant toute la journée. Je faisais petit somme, dans n'importe quelle heure, de demi-heure. Bon, maintenant, je dors 20 à 30 minutes, mais après le repas. Toujours, je m'allonge dans le fauteuil. Mais ça, je tiens à le garder. Un petit repos en demi-journée, non, mais ça me rend, que je veux dire, ça me renforce pas. hmm. Je me sens Donc, mieux pour la deuxième partie de la journée. donc ça, déjà, c'est très important hein, pour la qualité de vie, c'est sûr, c'est majeur. Ce qui n'est pas très clair, c'est à quel point ça corrige le risque cardiovasculaire. Est-ce que ça le corrige complètement, comme si on n'avait pas du tout d'apnée du sommeil? Ou est-ce que ça le corrige, mais partiellement? Donc c'est probablement mieux que de ne pas être traité, mais est-ce que ça fait aussi bien que si on n'avait pas d'apnée du tout?
ça, c'est pas très clair. C'est même dans la population générale qui a des apnées du sommeil. Et alors, c'est encore moins clair quand on a une fibrose pulmonaire idiopathique parce que ça a été encore moins étudié et puis qu'il y a des études avec des plus petits nombres de patients. Mais bah, voilà, l'impression quand même, c'est que ça pourrait quand même aussi limiter la progression de la fibrose pulmonaire. Alors pas l'enrayer complètement malheureusement, mais en tout cas la ralentir. C'est des choses qui sont à confirmer, mais c'est ce qu'on imagine. Et donc, bah, tant mieux si vous la supportez bien, parce que voilà, on a l'impression que c'est quelque chose qui peut être important dans le traitement. Et à présent, jusqu'à présent, la fibrose a été nettement ralentie. Mais je suis sous traitement avec Ofev. Oui, voilà, Il y a autre chose après, à côté. c'est ça, il y a plusieurs choses. Mais bon, comme on n'a aucun traitement miracle, bah, si on arrive à associer plusieurs choses qui marchent, même si aucune ne marche complètement, s'il y en a plusieurs qui marchent un peu, bah déjà, on arrive à faire mieux que ce qu'on pouvait proposer avant. Puis il y a d'autres molécules en développement, donc voilà, on essaye de combiner comme ça les traitements. Ça me fait penser à une question bête, Thomas, du coup. Euh, c'est comme pour la fibrose, en fait, l'apnée du sommeil, on peut nous proposer un traitement pour limiter les symptômes, mais qui ne guérit pas. En fait, ça ne se guérit pas l'apnée du sommeil ici. Alors, ça peut se guérir, mais dans des contextes particuliers. Donc, par exemple, quand c'est chez des gens qui sont très obèses et qui font une chirurgie bariatrique et qui perdent vraiment 30, 40 kilos, là, ça peut disparaître complètement. Euh, pour l'instant, c'est plutôt ça les cas de guérison complète. Après, il y a d'autres voies de traitement, mais qui sont encore plutôt au début du développement, qui sont donc des stimulateurs, un peu comme un pacemaker, mais pour le nerf qui ouvre le pharynx, ou éventuellement certains traitements médicamenteux. Peut-être qu'on trouvera des choses qui guérissent complètement les apnées du D'accord. sommeil. Pour l'instant, c'est pas le cas encore. D'accord. Et dernière question pour moi. Vous parliez tout à l'heure de vérifier, en fait, qu'on n'était pas très sûr encore. Enfin, on n'a pas prouvé scientifiquement, en fait, que la PPC pour les patients fibroses était le traitement qu'il fallait. Il y a des études de prévues pour vérifier ça ou pas Eh bien, alors, on essaye de se faire financer. Ouais, On a 2 fois candidaté pour un PHRC, ouais, donc un financement académique, enfin un financement public, quoi. Pour l'instant, on n'a pas réussi à convaincre les personnes qui ont revu le dossier, enfin la demande. Donc, on va retenter. Voilà, on a plusieurs équipes à vouloir essayer de mener ce type de projet. Donc, je pense que ça finira par voir le jour. d'accord. Euh, Vous avez des idées déjà et des beaux absolument. projets pour le projet. Absolument. Et le fait de s'être associé à l'équipe de Grenoble pour euh, partir plutôt des données de santé, donc sur un grand nombre de patients, ce qu'avaient fait les Canadiens, c'était de montrer que les gens qui avaient eu une polysomnographie semblaient faire moins d'événements respiratoires et avoir une meilleure survie que à qui on ne l'avait pas proposé. Et là, la question était un peu différente, c'était de regarder non pas par le prisme de la polysomnographie, mais le prisme du traitement par PPC. D'accord. Et donc, pareil, on a l'impression que le fait d'avoir un traitement par PPC, ça fait mieux, mais voilà, c'est des données rétrospectives et des données dématérialisées. Donc, euh, on- ça marche avec des codages de maladies. Et donc, évidemment, parfois, les codages sont conformes, parfois ils sont pas tout à fait conformes. Donc, on a dans notre cohorte probablement pas que des fibroses pulmonaires idiopathiques. Il y a certaines limitations, mais quand même, c'est encore un argument supplémentaire pour penser que la PPC rend service à ces patients. Et donc, bah, c'est peut-être aussi des choses qui, à force d'accumuler les,
les faisceaux d'arguments, eh ben, ça peut convaincre les financeurs de se Ouais. lancer dans une étude prospective cette fois. Ouais. Non, mais je prends. Puis enfin, moi personnellement, je dois avouer que j'avais pas pleinement conscience des chiffres en termes de prévalence, hein, et Mm. de prévalence de l'apnée du sommeil, et puis effectivement de l'impact, hein, y compris sur le pronostic de la maladie. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut travailler. On va prendre une dernière question avant de vous libérer, Thomas, Dominique. Ouais, Ouais, vas-y, ça peut être Dominique. deux, hein, ça peut être Dominique et Ça Nadia, peut être parce deux. que Alors, j'avais fait deux il y a personnes qui. Dominique d'abord et puis Nadia ensuite. Vas-y, Dominique. Merci, docteur, pour ces explications très, très intéressantes qui permettent aussi de découvrir plein de choses par rapport à notre maladie et comment les choses peuvent se provoquer. D'ailleurs, ma question est celle-là. Comment se fait-il, ou alors en tout cas, si je reste quelqu'un un petit peu d'exceptionnel par rapport au diagnostic, qu'il n'y ait pas une demande a priori, en l'occurrence, d'une recherche effectivement de la manière dont on vit cette respiration nocturne. Parce qu'apparemment, en tout cas, dans mon cas, ça m'a pas été demandé. Et ça fait 4 ans que je suis suivi, évidemment, notamment même à travers des traitements expérimentaux, et on me l'a toujours pas demandé. Donc, Alors, est-ce que ça paraît logique ou est-ce qu'il ne devrait pas y avoir quand même une recommandation, vous évoquez des recommandations, pour faire en sorte quand même qu'à un moment donné, soit dans le parcours de notre vie avec cette maladie, soit au début, il y ait quand même un diagnostic par rapport à la manière dont on dort. alors voilà, ça, c'est une chose importante que vous avez dite, c'est que pour l'instant, effectivement, c'est pas recommandé. Donc, dans les recommandations de bonne pratique, dans les standards, il n'est pas dit chaque patient qui a une fibrose pulmonaire doit avoir un examen du sommeil. Et donc après, c'est en fonction des habitudes et aussi en fonction de la disponibilité des examens, parce que localement, on n'a pas tous le même accès à des examens du sommeil. Donc, certaines équipes le font un peu plus facilement et d'autres équipes sont obligées de sélectionner un peu plus les patients et donc vont faire les examens du sommeil plutôt s'il y a des symptômes évocateurs, mais pas forcément à tout le monde. Euh, donc après, là, vraiment, c'est très variable. C'est encore variable d'une équipe à l'autre parce que euh, la quantité de preuves apportées n'est pas encore suffisante pour avoir changé les recommandations. Donc vous avez compris que moi, je suis plutôt quelqu'un qui y croit. Mais bon, voilà, convaincre l'ensemble de la communauté médicale, ça passe par répéter les études à différents endroits, à différents moments, avec des critères un petit peu différents, pour être sûr que c'est vraiment quelque chose qui est robuste et reproductible. Et c'est seulement là que vraiment les recommandations pour tout le monde sont modifiées. Donc, on est probablement encore un petit peu tôt dans ce champ de recherche pour que les recommandations changent. Mais si on a raison, entre guillemets, bah, j'espère qu'elles changeront, oui. Il Est-ce doit y que c'est vrai dans avoir, le je sens pense qu'il doit y avoir. inverse? Pardon, vas-y, Jacques. Est-ce que c'est vrai dans le sens inverse? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est diagnostiqué comme ayant de l'apnée du sommeil, euh, son médecin va rechercher une fibrose d'une manière générale, quoi. Alors, c'est une excellente question. C'est une diapositive que j'ai pas montrée parce que j'avais peur d'être trop long. Euh, donc, globalement, la réponse est non, mais il faut quand même se poser la question, pas forcément demander un scanner à tout le monde. En fait, les apnées du sommeil, c'est quand même une pathologie qui est très fréquente, puisque bah, on a dit au-delà de 60 ans, c'est peut-être 20% de la population qui a un SAS modéré à sévère. Euh, et les fibroses pulmonaires, ça reste quand même des pathologies rares, donc pas sûr qu'il faille faire des scanners à tout le monde. Ce qui a été regardé, justement, c'est ça. Il y a eu une étude américaine où ils ont inclus un peu plus de 1000 patients qui avaient un SAS. Et là, ils ont fait un scanner pulmonaire à tout le monde pour voir ce qui se passait. Ils n'ont pas trouvé beaucoup de fibrose. Ils ont trouvé quand même un risque un peu augmenté
Alors, il y avait des patients qui avaient un SAS et il y avait des patients qui n'avaient pas de SAS. Et donc, ils ont trouvé un risque un peu augmenté de faire ce qu'on appelle des ILA, donc des petites anomalies interstitielles sur le scanner, qui peuvent, dans certains cas, être un stade un peu pré-fibrosant. Donc, ça ne veut probablement pas dire qu'il faut faire des scanners à tout le monde parce que sur cet effectif un peu plus important, ils n'avaient pas trouvé tant de fibrose que ça. Mais par contre, effectivement, ça veut dire qu'il faut garder ça en tête. Il faut évidemment ausculter le patient pour voir s'il n'y a pas des crépitants à l'auscultation, regarder s'il n'y a pas un hypocratisme digital. Enfin, il y a des petites choses simples en fait qu'on peut faire. Lui demander s'il est dyspnéique, éventuellement voir s'il désature à l'exercice. Donc, sans passer forcément par le scanner, rechercher s'il n'y a pas des signes de fibrose pulmonaire et s'il y a un doute à ce moment-là, proposer le scanner, oui. Mais probablement pas systématiquement. Là, pour le coup, dans l'état des données actuelles, ça semblerait excessif. Bien. Alors, il faut rallumer votre micro, Nadia. Et c'est à vous. Voilà. Voilà, j'y suis. Bien, d'abord, je voulais remercier le docteur Thomas Gilles, puisque j'ai beaucoup appris, et notamment, ça m'a interpellée pour moi, parce qu'effectivement, dans les symptômes qu'il nous a dit, il y en a quelques-uns que j'ai. Sont-ils liés à ça ou pas? On verra, mais ça me permettra de demander à mon pneumologue de ce qu'il en pense Mhm. et voir si vraiment je peux être porteuse d'une apnée, enfin, etc. Et deuxièmement, ça m'a beaucoup intéressée parce que pour mon fils, qui est jeune, qui a de l'apnée du sommeil, qui ne fait rien, et ça va me permettre de lui dire que, voilà, sa maman ayant une fibrose pulmonaire idiopathique, il serait temps qu'il voie et qu'il traite son apnée. Donc, je remercie doublement euh, le docteur Gilles. Merci beaucoup. Merci. Merci, De rien. Nadia. Et puis, ben, j'espère que vous arriverez à le convaincre Oui, de je se, pense que je vais le de se prendre en convaincre. charge. Très bien. Ce sera mon cadeau de Noël. Merci. Un petit appareil PPC pour Noël. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Allez, une dernière question, Anne, et puis après, on va clôturer. Je voulais juste vous demander, docteur, de me rappeler le nom des examens pour la recherche de SAOS que vous Alors, avez. en général, l'examen qui est fait en première intention s'appelle la polygraphie ventilatoire. D'accord. Euh, Ce qui peut permettre de dépister, juste pour regarder la saturation nocturne, c'est l'oxymétrie nocturne. Mais ça ne fait pas vraiment le diagnostic d'apnée du sommeil, ça fait le diagnostic de désaturation nocturne répétée. Et Oui. puis, si on soupçonne un trouble du sommeil un peu plus complexe, on peut faire ce qu'on appelle un examen plus compliqué, qui est la polysomnographie, cette fois. Mais là, ça nécessite souvent de passer la nuit à l'hôpital. Donc, les délais sont encore un peu plus longs parce qu'il y a encore un petit peu moins de facilité d'accès. Oui, mais Et alors que le premier, si je me rappelle, moi je l'ai fait, je pense, Thomas, si je me rappelle bien, on est équipé à l'hôpital, on rentre chez soi, on dort chez soi, et puis On dort à la maison et voilà. on rapporte l'appareil le lendemain matin. Donc, c'est quand même moins lourd comme organisation. Ouais. vous dites au bout de, comme vous avez dit à Christine, au bout de 7, 8 ans, ça vaut le coup de le refaire, en fait. Oui. Selon les contextes, oui, enfin, en tout cas, c'est pas déraisonnable de se dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, donc pas un an ou quelques mois évidemment, mais au bout d'un certain nombre d'années, il y a des choses qui peuvent se modifier dans l'architecture du sommeil. Oui, ça, Les symptômes, c'est vous avez possible. décrit plusieurs à en avoir. Voilà. Voilà. Et c'est vrai même dans le cadre d'une PHS fibrosante. Oui, la fréquence est moins importante, la fréquence du SAS dans la pneumopathie d'hypersensibilité que dans la fibrose pulmonaire idiopathique, mais Oui. c'est pas nul. Alors, je vais juste euh, vous remontrer ça parce que là j'étais allé un peu vite. Mais si on regarde la PHS, c'était cette colonne-là. Mhm. Et donc, notamment dans l'étude portugaise qui s'intéressait que à des fibroses qui n'étaient pas des FPI, Oui. il y avait 46% des PHS qui avaient
un index supérieur à 15, donc une apnée modérée à sévère. Alors après, c'était 50 patients et il y en a qui avaient des pins déconnectivites, des PHS, des sarcoïdoses. Enfin, il y avait une sarcoïdose. Mais bon, globalement, je ne sais plus exactement combien il y avait de patients avec une PHS, mais probablement entre 10 et 15. Donc c'est 46% d'un tout petit effectif. Donc ces chiffres, ils sont à prendre avec précaution. Mais néanmoins, on a l'impression que c'est quand même plus fréquent dans ce cadre-là que dans le cadre de la population générale. De Donc, toute façon, les symptômes que vous avez décrits, qui, voilà, enfin, que vous avez très bien décrits. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur. C'était très éclairant. Merci de toujours continuer à chercher, de voir comment vous pouvez nous aider. Merci Anne. Bah, mais merci Thomas pour votre disponibilité. Vous êtes toujours partant pour faire des conférences avec nous. On apprécie, apprécie énormément. C'est super. Merci à tous, à vous tous les participants. Donc le replay va être bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Ça, vous pourrez regarder ça quand il n'y aura rien de bien à la télé le soir. Vous pourrez vous faire un petit coup du docteur Gilles, nous parlant de l'apnée du sommeil. Et puis, on a 2 nouvelles conférences en décembre, 2 nouvelles conférences thématiques. Je pense pas que je vous ai encore envoyé tous les liens, tout ça. Donc, il y en aura une le 10 décembre, le mercredi, sur l'oxygénothérapie. Une conférence avec 3 participants qui nous expliqueront une partie un petit peu technique sur pourquoi, comment on peut avoir besoin d'oxygène, après les différents types d'oxygénothérapie. Il y aura aussi le côté psychologique qui sera abordé sur la difficulté de franchir le pas, éventuellement d'être sous oxygène. Et puis le 17 décembre, une semaine après, il y aura une conférence aussi sur les formes familiales et génétiques de fibrose pulmonaire avec l'équipe de Bichat qui est spécialisée, qui est experte en la matière. Donc encore 2 beaux rendez-vous pour clôturer l'année de nos conférences thématiques. Donc merci à tous. Si vous avez des questions auxquelles vous repensez, que vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas eu le temps, parce que là je vais couper, vous me les envoyez, et puis je les ferai passer au docteur Gilles, qui se fera un plaisir, j'en suis sûr, sans de problème. vous répondre. Voilà, merci à tous et bon Merci. après-midi. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci et au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. Au revoir.